On repart. Donc, on repart avec le plan santé. Donc, j'avoue ma grande incompétence sur le sujet. Mais il se trouve que, Jérôme, c'est une de tes spécialités. Donc, je cite à nouveau ce bouquin, puis on va le voir. Combien vaut une vie? D'ailleurs, il a gagné un bandeau depuis. Moi, j'ai un exemplaire sans bandeau. Oui, c'était avant le Il a gagné un bandeau avec le prix Turgot. Prix Turgot, prix du public. Prix du jury. Alors j'ai rassemblé quelques chiffres quand même avant que tu n'as, parce que je me suis intéressé au truc grâce à toi. Donc c'est 307,8 milliards, donc j'ai les chiffres là 2021 de l'adresse. 307,8 milliards, donc l'ensemble des dépenses de santé, on va dire, en 2021, avec évidemment un effet du Covid. L'adresse estime que c'est à peu près 17 milliards d'euros d'effet Covid. Donc en gros, on est en rythme normal à 290 milliards d'euros, ce qui fait plus de 4 000 euros par habitant. Donc ça, c'est consommation de biens et soins médicaux, plus dépenses de soins de longue durée, dont 7% à la charge des ménages. 4 000 euros par... C'est un reste à charge qui est le plus faible du monde. Exactement, 7%. À la charge des ménages. La croissance est en moyenne de 3,5% chaque année, donc un peu plus de 10 milliards, sans compter cette fois-ci les affections de longue durée. Population vieillissante, ça explique. C'est 12,3% du PIB. Là, on est à peu près... même niveau que l'Allemagne, on va dire. Même niveau que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, mais ça on le sait, qui explose tout. C'est 17,8% du PIB. Et malgré ça, 51% des Français déclarent avoir un accès compliqué, long ou partiel aux services de santé. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le plan Macron, alors dans ce qu'il a annoncé une fois que j'ai donné l'ensemble de ces chiffres? On n'a pas le temps de discuter de tout, donc je vais juste parler d'un thème. Je vais parler le truc le plus important pour toi. Pour moi, c'est l'abandon du modèle T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité, qui est un modèle qui finalement traduit la manière dont le patient est traité à l'hôpital. C'est un modèle que l'on a appliqué il y a 20 ans et dont le président Macron vient de sonner le glas, donc ça va changer considérablement la manière dont le patient est traité à l'hôpital. Et il ne nous a pas encore indiqué par quel modèle il sera remplacé, mais je peux déjà vous dire que le nouveau modèle solutionnera des problèmes, mais en créera de nouveaux, parce que c'est toujours le cas. Donc si tu me donnes juste une minute, j'aimerais faire un rappel. Vas-y, c'est super intéressant. Au cours de ces 50 dernières années, nous sommes passés à 3 modèles successivement. Le premier, donc, dans les années 70, c'est l'hôpital aubergiste. Les hôpitaux, les établissements de santé sont rémunérés en fonction du nombre de nuitées. Effet pervers, les patients sont gardés plus longtemps que nécessaire. Typiquement, un service de natalité garde une jeune maman une semaine, voire plus. On a remplacé ce modèle au milieu des années 80, en 1984 pour être précis, par le modèle du forfait global. Dorénavant, les établissements, alors que ce soit santé, des établissements publics ou privés, avaient une enveloppe globale avec laquelle ils devaient se débrouiller pour soigner un maximum de patients. Donc là aussi, alors l'effet pervers est cette fois-ci dans l'autre sens. Le patient est gardé moins longtemps que nécessaire. Typiquement, avant ce nouveau modèle du forfait global, les services de natalité estimaient comme tout à fait normal qu'il s'écoule 24 heures entre les premières contractions et l'accouchement. Et désormais, si ça prend plus de 12 heures, on dépêche une équipe qui vient accélérer le processus. On a les actes de chirurgie ambulatoire qui passent de 20% en à peine 20 ans à 70%. C'est-à-dire on vous opère, mais vous rentrez chez vous. Oui, ensuite. mais ça fait... Ça concourt d'un progrès, oui, voilà, etc. Il n'y a pas forcément des risques supplémentaires pour les patients là-dedans. Non, pas forcément, non, mais ça a quand même, si tu veux, des effets... Alors, un effet pervers concret, c'est par exemple le recours à la césarienne. Une naissance sur 10 avant ce modèle, une naissance sur 5 après ce modèle, alors que l'OMS dit qu'au-delà d'une naissance sur 7, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a bien sûr des bonnes raisons pour la césarienne, médicale j'entends, mais là c'est qu'il y a des raisons administratives qui prennent le pas, qui permet au service de programmer, la jeune maman vient prendre rendez-vous pour une césarienne et potentiellement ça pose problème. Donc oui. Et donc là, tu arrives à la tarification à l'acte. Il y a 20 ans. On supprime ce modèle du forfait global, on se sert notamment des avantages de l'informatique pour dire voilà, maintenant les établissements de santé vont être remboursés à l'acte. On voit bien l'usage des ordinateurs. Comment ils sont remboursés? Sur une moyenne nationale. Typiquement, une appendicectomie sans complications, c'est 2 500 €. Donc, si vous êtes un établissement de santé qui parvient à faire une appendicectomie pour 2 000 €, c'est 500 € en plus pour votre poche. Si ça vous coûte 3 000 €, c'est à vous d'aller trouver 500 € sur un autre poste pour financer cela. Alors, à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'est un changement de modèle qui est plébiscité par la gauche comme par la droite, parce que localement, se créent des synergies. Les établissements de santé se disent, puisqu'on est remboursé au coût moyen à l'échelle nationale,
unissons-nous, achetons les matériaux médicaux, les actes de biologie, faisons des restructurations. Tel établissement est spécialiste de telle opération, etc. avec une grosse chacun efficacité. Gagne en efficacité. Mais l'effet pervers, tout le monde le voit aussi, c'est que maintenant c'est la comptabilité qui prend le pas sur l'hôpital. Donc il y a une distorsion dans l'offre de soins, c'est-à-dire que les établissements vont essayer de dispenser le plus d'actes qu'ils savent faire à moindre coût par rapport à la moyenne nationale, et ils essaient de ne pas trop en faire ceux qui leur coûtent plus cher que la moyenne nationale. Et en termes de ressources humaines, c'est catastrophique, c'est un petit peu ce qui abonde tous les articles de presse qu'on a depuis au moins 5 ans, c'est que le personnel hospitalier n'en peut plus. C'est-à-dire que les aides-soignants, les infirmières à qui on demande de ne pas passer plus de 5 minutes avec un patient, mais c'est insupportable, elles ont fait ça, elles se sont investies d'une mission de service public, et on leur dit dorénavant, le patient c'est un numéro. Voilà. Donc tout ça, le président Macron a décidé, j'ai l'impression seul, il a fait son discours. Très bien. Il y a eu beaucoup de consultations. Là, beaucoup de consultations, je veux dire, avec le ministère de la Santé, etc. Mais il a dit, quand je dis il est seul, je veux mettre le point sur le fait que j'ai l'impression qu'il précipite un peu les choses, c'est-à-dire qu'il a dit c'est fini, mais il n'a pas dit par quoi on remplaçait ce modèle. C'est là où je l'attends, parce que il fallait bien sûr sonner le glas de ce modèle-là. Mais il a dit c'est fini, le sujet étant aussi que la tarification à l'acte ne prend pas en compte, mais tu l'écris très bien dans ton bouquin d'ailleurs, tout ce qui est prévention sort totalement en fait de la tarification à l'acte. Et donc tout ce qui est prévention et tout ce qui est maladie psychologique, et donc le post-Covid là-dessus accélère la réflexion. Si tu me permets juste un dernier point, je trouve que ce qui est en train de se passer est primordial, parce qu'il ne faut surtout pas répéter l'erreur que l'on a faite avec l'école. Aujourd'hui, nous avons un service de soins promulgué par l'hôpital, les établissements publics, qui est de très grande qualité. Il est en train de se dégrader, et il ne faut surtout pas qu'on en arrive comme ce qu'on a fait avec l'école, ce qui est déjà le cas aux États-Unis. Si vous voulez bien vous faire soigner, il faut aller dans un établissement privé. En France, ça n'est pas le cas. Les Français, d'ailleurs, sont de manière générale, comparativement, en très bonne santé, il faut quand même le rappeler. La sécurité sociale, c'est ce que tu disais, le reste à charge des patients, le plus faible du monde. La sécurité sociale rembourse énormément de choses, et on pourrait imaginer que dans ce contexte-là, elle rechigne à faire rentrer dans le panier de soins des thérapies qui sont chères. Eh bien, ce n'est pas le cas. La France fait partie des 2 seuls pays au monde qui remboursent le médicament le plus cher du monde, le Zolgensma, 2 millions l'injection. C'est les États-Unis et la France qui remboursent. Ce sont les 2 seuls à rembourser par le secteur public, j'entends cela. Donc, la sécurité sociale est en plus très généreuse dans le panier de soins auquel a accès les Français. Ça lui confère... Tu ne trouves pas? Disons qu'il y a... Enfin bon, on va pas là, mais il y a eu d'autres exemples. Il y a d'autres exemples de ce qui s'était passé pour l'hépatite C, par exemple. Oui, alors là, c'était un scandale sanitaire. Oui, mais la Sécu a dit non, c'est trop cher, quoi. Donc, finalement, avec un Américain, ils l'ont fait, mais enfin, il a fallu leur tordre le bras, quoi. Quand vous dites à un Américain qu'en France, ça ne coûte rien, je parle juste sur l'aspect monétaire, d'avoir un cancer, il n'en revient pas. Aux États-Unis, vous avez un cancer, vous devez payer de votre poche une part. En France, ça ne coûte rien. Ça coûte sur d'autres plans. Mais tu as peur que un truc bricolé, en fait, en annonçant la fin de la tarification à l'acte, sans dire le reste, donc sans doute pour d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il va avoir un problème social à gérer avec les retraites, donc on va essayer de ne pas en allumer un autre à l'hôpital. Il y a le temps politique. Voilà, il y a le temps politique. Mais il ne faut pas qu'il bricole un truc derrière qui pourrait paupériser encore plus l'ensemble des soins. Et le cœur, c'est l'hôpital quand même. Tu parles de l'hôpital et en fait, le cœur, c'est l'hôpital. Parce que ce qu'il dit là, il y a un autre élément important sur le partage de garde et sur et l'idée que nos merveilleux médecins libéraux vont peut-être quand même à un moment devoir faire un peu de garde. Voilà, il y a des sujets là-dessus. Oui, il y a plein de sujets. J'en donne juste un dernier. C'est par exemple le rapport que l'on a aux médicaments. Le fait que la sécurité sociale rembourse les médicaments confère à cet organisme un pouvoir de négociation qui est incomparable à tous les autres pays. La France paye moins cher ses médicaments que les autres pays, il faut le savoir. Alors, le cas extrême, c'est les États-Unis qui en moyenne payent entre 2 et 4 fois plus cher les médicaments que ne les achètent les Français. L'effet pervers... Ça va te paraître un détail, comme tu me dis, ça n'est que quelques milliards. Mais quand même, je tiens à le souligner, c'est que les Français ne sont pas suffisamment sensibilisés au gaspillage. Il faut savoir que la consommation non hospitalière de médicaments, c'est 1/5 des dépenses de santé. 1/5 des dépenses de santé, c'est la consommation non hospitalière des médicaments. Il nous est déjà tous arrivé de sortir de chez le médecin avec une ordonnance
et de se poser la question, est-ce que je m'embarrasse de repasser par chez moi avant d'aller à la pharmacie pour vérifier que j'ai pas le médicament? Non, bon allez, je vais quand même à la pharmacie, tant pis, j'ai pas envie de mettre le nez dans ma pharmacie. T'as tellement raison là-dessus, Mais c'est dans vrai. les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Les médicaments, il faut les payer de sa poche, donc Mais on n'a c'est pas le même vrai. comportement. Ce Voilà. qu'on fait pas pour aller acheter du pain, quoi. C'est-à-dire, mais t'as parfaitement raison. C'est en fait. 18% des dépenses de santé. 4 500 € par habitant. Tu fais 18% de cela qui pour... Voilà. Pas le gaspillage, la consommation de médicaments non Ah oui, hospitaliers. mais pas le gaspillage. Non, mais quand même. Parce qu'il y a quand même de Mais si tu te l'automédication dis que- parfaitement légitime. Mais c'est pas la peine l'automédication au Doliprane, c'est toi qui la payes. Mais Oui, voilà. je parle des médicaments avec ordonnance. Tu reconnaîtras qu'il y a au moins 1/10 de ta pharmacie qui est mais redondante. Tu as parfaitement raison. Ça fait tilt dans mon esprit. Alors moi, je ne suis Oui. pas spécialiste de ces sujets de santé, mais je voulais revenir sur le faut que tu lises ce bouquin, mais c'est ça, formidable. en sortant d'ici, je vais aller m'acquérir. Formidable. Je vais le faire signer. Non, puis en plus, il va rougir, mais en plus, il est écrit. C'est-à-dire que. C'est ça. Mais ça, enfin, je l'avais dit quand on en avait discuté ensemble, les économistes, les jeunes économistes se mettent à faire ça de plus en plus. Thomas Philippon aussi, etc. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu écrit comme une enquête. Oui, c'est ça. Et donc, ça se lit, quoi. C'est chouette. Non, en fait, il y a 20 ans, quand on a mis la tarification à l'acte en place, c'était un progrès parce que justement la technologie permettait le déambulatoire, en fait, l'extension de déambulatoire. C'est comme ça, en tout cas, que c'était présenté à tout le monde. Et la technologie le permet, et c'est très bien comme ça. Effectivement, il y a tous les effets pervers, mais moi, je vois quand même la contrepartie de ça, justement pour ce que tu dis de ne pas bricoler, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation, parce qu'en même temps, il faudra regarder le numerus clausus. Aujourd'hui, trouver un médecin généraliste relève... Mais ça met 10 ans, Mecca. Ben Il oui. l'a dit d'ailleurs, le président de la Oui, République. Il mais- faut 10 ans former un médecin. Et bien sûr qu'il faut 10 ans. Donc ça, il a Mais- sauté, le numerus clausus. Sauf que il n'a pas sauté. Il est toujours là. Quand on discute avec les médecins dans les différentes spécialités, le numerus clausus est toujours là et on ne l'a pas fait sauter. Donc il faudra que la réforme tienne compte aussi du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait le numerus clausus sur ceux qui font, mais sur les administratifs derrière pour ne pas retrouver Le nombre un de paquet médecins technocrates. augmente mécaniquement en proportion de l'augmentation de la population. C'est le cas en France. Or, les autres pays qui nous entourent ont augmenté plus que proportionnellement que la exactement. population. Ce qui Et ils fait ont que moins Ce qui est Ils étaient nécessaire avec le souvent- vieillissement de la il y a population. quelques décennies, ils étaient dans une situation moins bonne que la nôtre et aujourd'hui, ils nous dépassent. Ils ont plus de Exactement. médecins par habitant. Et L'Allemagne, ils ont par exemple. besoin, et on a besoin de moins d'administratifs derrière parce qu'en même Ouais. temps, la technologie nous permet d'automatiser. Après, il va y avoir davantage. Donc, l'intelligence c'est un- artificielle Mais qui voilà. va balayer un petit peu sur Oui. les médecins Donc c'est généralistes. un sujet plus global. Et Françoise. surtout pour les personnes âgées, pour les accompagner. Oui. Moi, je pense que c'est un sujet passionnant d'évolution de l'efficacité d'une organisation, et quand je dis d'une organisation, d'un système. Parce que c'est systémique, il y a un lien entre l'hôpital et la médecine libérale, et on le voit bien, etc. Donc, le sujet est d'une complexité pour qui s'intéresse au système complexe, qui est très amusant. Et effectivement, quand on appuie avec un seul levier et en parlant que des coûts, forcément, on fait des bêtises. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de regarder la partie qui va décider. Imaginez qu'une réforme, il faut que la réforme pose un cadre. De toute manière, on en a besoin, mais après, il va falloir que les acteurs sur le terrain soient capables de prendre une décision. On ne va pas réformer des systèmes aussi complexes et aussi différents, parce que la situation dans le Massif central ou dans l'Aubrac n'est pas la même qu'en région parisienne ou en Bretagne. Donc, réformer le fonctionnement d'un système qui inclut la médecine libérale, l'hôpital, enfin les cliniques privées et les hôpitaux publics va devoir passer par un échelon local qui soit capable de décider. Or, aujourd'hui, c'est clairement l'administration qui a joué un peu le régulateur, avec des grosses difficultés, parce que par ailleurs, il y a des corporatismes, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble. Enfin, moi, je trouve frappant les médecins qui disent, mais il ne faut surtout pas qu'ils sont surchargés, ils ne peuvent pas prendre des clients supplémentaires, mais ils ne veulent pas qu'on délègue des actes. Simplement du fait du remboursement. Parce que vacciner quelqu'un, ça prend 5 minutes et ça rapporte autant que s'entretenir avec une heure avec un patient. Néanmoins, c'est un sujet qui, de bon sens, on doit être capable de... On voit bien que d'un point de vue comptable, on pourrait tout à fait rectifier la chose, ce qui fait que les médecins, tout à coup, ils sont très heureux que ce soit les pharmaciens ou d'autres gens qui se mettent à faire de la vaccination. Mais c'est, la réforme, on peut pas faire c'est du gros re-engineering et c'est comme si dans l'entreprise, on se disait on travaille que par des coûts unitaires. C'est pas comme ça qu'on fait. On travaille sur des organisations, on travaille sur des fonctionnements, etc. Donc tout ça, ça sera nécessaire si on veut faire des progrès. Et je suis un peu ça va m'intéresser de voir comment on va poser ce sujet de la réforme du système décisionnaire. Je suis à 2 doigts de me dire qu'il faudrait un cabinet de conseil pour s'occuper de ça. Des chances pour qu'il en faille. Il y en a beaucoup.
Ça va être, parce que ça va être sensible, Ouais, aussi oui. en termes de pouvoir respectif de l'administration, des médecins. Non, mais Non, mais la t'as raison, gouvernance, François, La gouvernance est dramatique et très compliquée. Tiens, alors c'est trop tôt, je ne pouvais pas vous en parler, mais en matière de gouvernance, il faut que vous regardiez, je ne sais pas si vous vous intéressez au football, mais il faut que vous regardiez ce qui se passe autour de nos fédérations sportives. C'est passionnant. Passionnant comme, je le dis juste d'un mot, mais passionnant comme d'excellents résultats peuvent placer un dirigeant, et je pense que c'est vrai dans les entreprises aussi, à partir du moment où la gouvernance n'est pas solide. Oui. Mais à une rapidité folle. C'est-à-dire qu'il peut perdre contact avec le réel, avec une rapidité folle, et mettre par terre, en fait, tout ce qu'il a construit. Absolument. Évidemment, mais bien sûr que ça existe. Ça Eh ben oui, mais là c'est emblématique. On en a parlé ensemble, on a toujours des problèmes à parler de gouvernance et à rendre le sujet un petit peu sexy, etc. Et tout. Bah, là, C'est réel. avec nos deux fédérations sportives de football et de rugby, on a vraiment des fédérations qui ont des résultats évidemment exceptionnels. Et des dirigeants qui se comportent, mais de manière invraisemblable, et dont on réalise qu'il n'y a aucun ton de voir. C'est ça, c'est le principe de Non, mais bien sûr. Mais à tel point qu'on peut même pas les démettre, quoi. C'est quelque chose de spectaculaire. Oui. Donc vive la gouvernance. Voilà. Hein, oui, c'est pareil dans les entreprises. Sauf que dans les entreprises aujourd'hui, et notamment les entreprises cotées, Il y a beaucoup de règles. voilà, ce serait absolument pas acceptable. Aujourd'hui, je pense C'est que impossible. le passé nous a raconté Oui. quelques histoires croquignolesques sur, Ouais. sur ces sujets-là, mais je pense Qui ont qu'effectivement, rectifié le tir. tout le monde a rectifié le tir et on est dans un schéma qui essaie au moins de canaliser ce type de situation. Mais c'est un Ça phénomène. existe. Pourquoi ça m'a fait penser à ça? Je ne sais plus. Parce qu'on parlait de gouvernance sur. Parce qu'on parlait de gouvernance. Ah oui, c'est ça. Et que Qui enfin, décidera le management d'un hôpital est quand même quelque chose d'horriblement complexe. complexe et que tu n'apprends pas dans les études de médecine. Enfin, j'en sais Oui, rien, bien mais je sûr pense que pas. non, bien Voilà, sûr que c'est ça non. le truc. quoi. Il y a des écoles pour les directions hospitalières, mais avec un angle administratif. Mais là, c'est au niveau de l'hôpital. Là, Ouais. on va en Mais parler c'est du de façon système de globale. santé, incluant les autres parties prenantes. Bon, il y a Encore les un truc à dire Non, mais rapide les enjeux de la technologie. Tout ça est passionnant. hein. Parce que le président Macron, il veut aussi Attends, avant de parler des enjeux de la technologie, non, parce qu'on en a dit un mot, effectivement, Ah oui, tiens, il y a ce chiffre-là aussi, quand même. 600 000 patients atteints de maladies chroniques n'ont pas de médecin traitant. Ouais, c'est fou. 600 000 patients atteints de médecin traitant. Et tu disais, Je disais que nous avons la puissance d'acheter les médicaments les moins chers. Oui. Résultat des courses, on n'a plus de paracétamol. C'est-à-dire que... Et voilà, pas les c'est-à-dire premiers que tu as aujourd'hui une s'était industrie passé. pharmaceutique qui était très Ouais. puissante. Et C'est le qui, problème des contraintes de capacité pour l'industrie. C'est la même chose lorsque l'Europe avait pas seulement, parce que négocié. tu as désarmé le truc parce que tu étais plus compétitif par rapport L'Europe- au prix que accepte de payer Mais la c'est Sécu. ça, l'Europe, tu te rappelles, avait négocié le prix de l'achat des vaccins Oui. contre le Covid. Oui. Et on était les derniers. Alors, au début, on se disait c'est super, on a réussi à négocier un Oui. prix largement Oui. plus bas que l'ont fait les On a été États-Unis. les Ou la- derniers. On Et les puis a finalement, on était les derniers servis. Quoi. Donc, Et finalement, voilà. on a été servi. Juste, il y a autre chose que je voulais. Enfin, non, c'est juste un chiffre que je veux donner parce qu'on disait tout à l'heure, on consacre à peu près un peu plus de 12% de notre PIB aux dépenses de santé. C'est à peu près la même chose que l'Allemagne, mais il faut Ouais. savoir que c'est deux excellents pays. En fait, on a des dépenses par habitant qui sont en France 25% supérieures à la moyenne de l'Union européenne. D'accord. Donc les Français, contrairement à ce qu'ils croient, la France dépense beaucoup. Voilà. Elle dépense beaucoup. Et elle dépense beaucoup à titre public. Et Oui. avec, alors quand même, je veux votre avis là-dessus aussi sur le... Tiens, on va mettre la mode du dividende et puis on va remettre, on avait parlé hier, le truc du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel et Maïf, donc sur le dividende social, je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, mais on va voir, Nouveau On va- détournement sémantique. on va voir l'image. Voilà, le dividende sociétal. Ouais. Vous en pensez quoi, mesdames? Avec quand même, les gars se contentent pas, donc tout ce qu'on a vu là, les gars se contentent pas de le faire, à la limite pourquoi pas. La gourmandise des actionnaires pour les dividendes et rachats d'actions prévaut face aux besoins d'investissement considérables qu'implique la crise climatique et environnementale, ils disent. Oui, ça, par contre. Enfin, je pense que. Il y a l'aspect communication. Il y a hein, un c'est ça. aspect. Bon, on est dans la. Enfin, c'est une initiative louable de mettre de l'argent pour aider un certain nombre de fonds. On peut pas dire que c'est pas une bonne idée. À l'inverse, les montants sont ridicules par rapport aux besoins de financement dont on a besoin. Et opposer le sujet du dividende des entreprises avec le sujet des financements des investissements nécessaires pour la transition de toute nature, mais entre autres climatique,
Non, enfin, là vraiment, c'est aller vers ce débat. Enfin, les dividendes, c'est une espèce de truc. On n'arrive pas à expliquer ce que c'est et n'importe quel. À quoi ça sert, quoi, surtout. Enfin, D'abord, on peut imaginer que les gens qui touchent leurs dividendes, ils vont les réinvestir en tous les cas pour une partie d'entre eux. Et puis, un conseil d'administration dans une entreprise se pose évidemment d'abord le sujet de c'est quoi l'allocation de capital et l'allocation des profits que je fais, de quoi j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise sur le moyen et le long terme. Donc, on parle de poches financières qui ont juste rien à voir, enfin, pas rien à, qui à un moment donné, sur certaines décisions, peuvent éventuellement être en concurrence, mais qui dans la réalité n'ont rien à voir. Le vrai financement de la transition énergétique, c'est toutes les structures financières qui doivent l'accompagner. Et là, il y a des problématiques de nature d'investissement à financer. Il va falloir renoncer aussi, il va falloir casser un certain nombre de choses qui seront plus utilisables. Donc, il y a toute une logique qui doit être portée par les banques, qui est BNP a dit que 320 milliards de son bilan, donc c'est 3 000 milliards le bilan de BNP Paribas, et voilà, était directement investi sur. Voilà, on parle de 320 milliards. Et c'est ça le vrai sujet. Enfin, pour moi, c'est ça le vrai sujet. Je suis assez d'accord. Oui, là-dessus, il y a deux choses. Effectivement, on n'arrive pas à expliquer ce que le dividende, qui est un retour du capital, en fait, tous les ans. Donc, il faut quand même expliquer les choses, puisque ça vient en déduction de l'ANR quand on détache le dividende. Donc, c'est du capital, en fait. Et on a l'impression que c'est une rémunération qui tombe du ciel, et ce n'est pas bien expliqué. La deuxième chose... c'est vrai que c'est un aspect communication, mais quand même, moi, j'ai vu dans le secteur coté, Alstria l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, distribuer une partie de son dividende en disant que ça sera moindre parce que l'équivalent de la somme en moins que vous allez avoir, je vais l'investir dans le verdissement de nos actifs, etc. Et ça avait un côté pédagogique pour les investisseurs, pour ceux qui optaient pour ce dividende qualifié de vert. Alors, c'est une société allemande, mais qui permettait aussi de comprendre de quoi on parle en masse. Alors, même si c'est ridicule en montant, ça permet de contribuer à la pédagogie des actionnaires en général et des actionnaires finaux et de l'opinion publique. Ça fait partie des éléments de communication, c'est vrai. Ça ne contribue pas à la pédagogie, ça, de dire la gourmandise des actionnaires. Non, mais là, on est en train de parler de deux sociétés mutualistes. Donc, Crédit Mutuel n'est pas coté. Et Maïf n'est pas coté. Bien sûr. Donc, on est dans le... Donc, ils pourraient faire le truc sans donner de leçons, alors que même d'ailleurs, ils sont peut-être pas irréprochables. Parfois, ça fait du bien aussi de donner vas-y. Je les blâme pas là-dessus, parce qu'après tout, il y a tellement de gens qui donnent des leçons. Donc, c'est pas le sujet. Je pense que, et surtout que je connais un peu la Maïf, c'est quand même une boîte qui est quand même très vertueuse par des tas de domaines. Donc, finalement, ça va dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça permet de contribuer à la pédagogie, parce que même quand on est mutualiste, on fait de la distribution, et expliquer aux gens pourquoi la distribution est repartie dans une autre poche pour faire autre chose, ça contribue à la réflexion. C'est minime, c'est pas grand-chose, mais c'est des étapes à franchir. On ne le comprend pas. Souvenez-vous, mes amis, de BlackRock, qui, tous les ans, quand on est dirigeant de société cotée, on reçoit l'homélie du directeur général du BlackRock, Urbi et Orbi, qui dit « voilà ce qu'il faut faire pour être vert ». Et puis, il s'est retrouvé l'année dernière avec un certain nombre d'activistes qui disaient que les sociétés pétrolières américaines, qui de plus en plus d'ailleurs se sont retirées de la cote, ne devraient pas distribuer. En tout cas, BlackRock devait s'opposer à la distribution. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « moi, je ne suis pas le gouvernement, ce n'est pas à moi de décider ». Donc, on voit bien que tout cela, c'est des discours qui sont de la communication dans un sens comme dans l'autre. Donc, de temps en temps, pour des sociétés mutualistes, moi, je ne suis pas choquée par ça. Voilà, très bien. Même si on parle de la gourmandise, c'est pas très grave. La gourmandise, c'est un péché, mais qui n'est pas forcément mauvais. Oui, la gourmandise, on est d'accord, mais là, je pense vraiment qu'il y a grosse confusion des vocabulaires et qu'on n'a pas besoin de ça. Jérôme ? Oui, ça participe, comme tu le dis, je comprends en fait les deux points de vue, c'est-à-dire que d'une part, il jette l'opprobre sur tout ce vocable de l'actionnaire, le dividende, qui se nourrirait sur le dos du travailleur, etc., et donc qui est insupportable. Et en revanche, il faut quand même... Alors attention au retour de bâton, parce qu'on peut présager qu'il va y avoir une multiplication des campagnes de communication de différents groupes dans ce mode-là. Il va y avoir aussi des enquêtes journalistiques qui pointeront du doigt où vous nous dites que vous financez de la décarbonation, mais par ailleurs, vous continuez d'allouer plus de capital ou plus sur de... Oui. On parle de 10 millions pour la Maïf, de 500 millions quand même pour Crédit Mut.
Ouais. Ouais, mais- Crédit mutuel, 500 millions. Ouais. Mais les 10 millions, ça va Ouais. servir à faire des bourses pour des jeunes. Ouais, Enfin, c'est symbolique, c'est symbolique, ça. 10 millions, on est d'accord. Enfin, bon, je pense Pour le pas coup, qu'ils là, c'est c'est un la petit com. Ils se montant, je faire suis d'accord. accrocher. C'est de la com. Ils c'est vont de la pas com. pouvoir se faire accrocher sur grand-chose, je pense. Hein. Et mutualiste comme. Donc voilà. Donc, Mais oui, mais Ouais. tu comprends, Méca, moi, parce que tu en vois, en ce moment, il y en a plein les rues. Ah. C'est tous les abribus. Moi, j'ai aucun problème avec le système mutualiste, mais Oui. comme l'a répondu plus ou moins AXA, c'est il faut aussi assurer les satellites. Il faut aussi, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais il y a un vrai sujet avec le cyber-risque. Il faut aussi à un moment des bilans qui ne sont pas des bilans mutualistes pour affronter le monde. Voilà. Et donc, cette façon comme ça de dire c'est nous qui avons la bonne voie, c'est nous qui avons raison. Bah, si tu as raison, je ne sais pas comment, encore une fois, on assure c'est aller dans ce- Ariane Espace, voilà, par exemple. Tu vois. La vérité, c'est que les besoins en termes de décarbonation sont des milliards et des milliards et des Voilà. centaines de milliards, Voilà, etc. des milliers de milliards. Et Des que des milliers de milliards et que il y aura peut-être pas de dividendes d'ailleurs pendant un temps. Mais oui, Est-ce qu'il faudra le financer? Et c'est ça sur lequel il faut faire de la pédagogie, parce que Parce que cette personne ne transition, elle comprend. va coûter. Ouais. Et je pense pas qu'on ait encore posé totalement un cadre qui va On faciliter n'en est qu'au début, bien sûr. la décision des entreprises qui vont devoir dire pendant un certain temps, ma profitabilité va baisser, je vais passer des pertes sur un certain nombre d'équipements parce qu'il va falloir... Ça va passer par de la fiscalité. Il va falloir que le gouvernement oriente aussi certaines décisions. sûr. C'est-à-dire que pour rester rentable, quelque chose qui soit défiscalisé ou soit alourdir une fiscalité pour ce qu'il n'est pas. L'État a bien sûr un rôle à jouer là-dedans. Le problème, et on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, l'enfer pavé de bonnes intentions, c'est exactement la taxe carbone européenne qui a été celle qui a été votée. C'est-à-dire qui, Comme la taxonomie, d'ailleurs. avec des intentions très louables, risque départ. bien d'accélérer la désindustrialisation en fait de notre continent. Bien sûr. Merci mesdames, merci Jérôme. Et donc on se retrouve demain, alors évidemment pour faire le bilan sur la réforme des retraites. À demain.